Je ne sais jamais comment commencer une émission. Voilà, c'est toujours... Déjà, je vais te dire bonjour. Il n'y a que le cinéma qui peut rendre aussi fort ce genre de geste. J'ai cette impression-là. Il est bien ce film. Hein. Je pense par contre au dernier plan qui est magnifique, un des plus beaux plans que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile. Il est très très beau ce plan. Enfin, ces deux films se rejoignent par rapport, je dirais pas la thématique, mais plutôt l'univers que tu filmes, qui est l'univers de l'enfant. Première question, je la pose à toi. On se tutoie ou on se vouvoie? On se vouvoie. Alors on va... Essayons le vouvoiement. Ça risque d'être très drôle, mais pourquoi pas. Se tutoie? Oui, on se tutoie. Bonjour, aujourd'hui 5e épisode avec Damien Honouri, 5e épisode de l'émission On se tutoie. Donc est-ce qu'on se tutoie, Damien, ou on se vouvoie? On se vouvoie. Ah, c'est super. Vous avez fait... Non, laisse tomber. C'est compliqué de te vous voyer finalement. Ça va être dur, ouais. Tu aurais pu, toi, je pense, me vous voyer. On peut. On est acteur. Voilà. Ouais, on est acteur. Damien, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était, je crois, en 2000... Enfin, qu'on a fait un entretien, je crois que c'était en 2014, et tu avais à ton actif... On s'était rencontrés en Algérie, on avait fait un entretien là-bas, on avait parlé de ton documentaire Fidaï. À l'époque, je pense que tu avais fait ce documentaire sur Jason Kay. Ouais. Tu avais fait aussi un autre film qui s'appelait Lettre à Nedjma, je crois, que j'ai vu quelque part, mais je l'ai pas vu, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait... Ah oui, non, mais c'est un film d'1 minute. C'est un film d'1 minute, donc ça, je ne l'ai pas vu. C'est peut-être pour cela, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait ce documentaire sur Jason Kay, qui est une espèce de film d'école, quelque chose de... Ouais, j'avais validé mon diplôme de fac avec ça. D'accord. Et un cinéaste chinois pour qui nous partageons ce point commun d'apprécier énormément son cinéma. Et puis ensuite, tu as fait Fidaï et on s'était rencontrés juste après. On avait parlé de ce film-là. Tu n'avais pas encore fait ce clip de Jimawi Africa sur la chanson Delali. Tu n'avais pas aussi encore fait Kindle à l'époque. Si, le clip, on l'avait tourné. Tu l'avais tourné en montage, on en avait parlé. Mais on l'avait pas encore vu, peut-être. Ouais, tu l'avais pas vu. Tu l'avais sorti, je crois, en septembre ou octobre, je sais plus. Possible. Et nous, on s'était vu... Et là, j'étais en train de le monter, ouais. D'accord. Et à l'époque, tu ne vivais pas encore en Algérie? Non. D'accord. Tu vis en Algérie depuis combien de temps? Et là, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans? À ce moment-là, j'étais à mi-temps. Ouais. Tu étais à mi-temps. Et pourquoi je te pose la question? Parce que tu as la particularité d'être... donc tu es cinéaste, tu es né, tu as vécu en France, et puis à un moment dans ta vie, tu as décidé d'aller vivre dans ce pays, qui est le pays de tes origines. Quand on a vu Fidaï, on comprend pas mal de choses. C'est un documentaire sur ton grand-oncle, qui était Fidaï, et donc tu décides d'aller vivre dans ce pays et d'y vivre aussi pour y tourner, pour faire des films. Et donc moi, la question que je te pose aujourd'hui en 2018, est-ce que effectivement l'Algérie reste encore un laboratoire d'images et de sons passionnant? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire parce que est-ce que toi le cinéma que tu apprécies, que tu as envie de faire, tu penses que l'Algérie peut te le donner, ce moyen? Ah bah oui, il y a tout à faire, il y a encore tout à faire, on n'a rien fait. Je pense que... Mais moi, je parle surtout de toi. De moi, bah oui, j'ai tout à faire. Il y a trop de sujets, trop d'envie, trop d'histoires. C'est vrai que pour moi, je me sentais stimulé, alors qu'à l'époque, quand je vivais à Paris, là, j'avais pas vraiment de choses à exprimer. Si je vivais à Paris aujourd'hui, ça serait différent, je pense. Parce que là, le pays est tellement en telle crise... plutôt sociale, que là je trouve qu'il y a matière à faire énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui me révoltent, sur lesquelles je pourrais m'exprimer, mais en Algérie on a tout à faire. Mais en tout cas moi je sais pas, j'ai un peu oublié depuis combien de temps je suis là-bas, je vis là-bas, je suis au présent, je vis là-bas et ça me plaît, ça me stimule. Si tu étais resté en France, est-ce que tu aurais fait beaucoup plus de documentaires? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, en Algérie, tu es vraiment sur la fiction. Il y a Kindle et puis il y a les 2 prochains projets, dont un qui, à mon avis, est assez avancé, qui est La Dernière Reine. On en parlera plus tard. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'en France, c'était plus une idée de faire des documentaires ou alors c'est juste Si tu étais resté en France, est-ce que tu aurais fait beaucoup plus de documentaires par rapport à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et qui te révolte? Et si on pouvait mettre Paris en bouteille, je sais pas. Mais non, je pense que j'étais naturellement... J'étais déjà attiré par la fiction. Fidaï, c'est un documentaire parce que j'avais la chance d'avoir mon oncle vivant. Mais son histoire était assez romanesque pour en faire une fiction. Mais clairement, j'aime tout le cinéma, mais je regarde quand même beaucoup plus de fiction que de doc.
Mais même quand j'ai fait du doc, c'était un peu entre les deux. Et quand je fais de la fiction, je mets des choses de doc à l'intérieur. Donc c'est juste que ouais, non, je sais pas. Ça dépend sur quel sujet je vais travailler. Dans Fidaï, d'ailleurs, c'est vrai, tu le dis, mais dans Fidaï, il y a des petits moments comme ça où on sent on sent ton envie comme ça de caresser un peu le noyau fictionnel. Il y a des manières de monter, des manières de travailler sur le temps, de donner une espèce de souffle un peu lyrique, dans la manière d'enchaîner les plans. Il y a des petits moments comme ça dans Fidaï où on sent que la fiction, elle est pas loin, quoi. Ouais, il y a cette envie de peut-être aller vers une émotion, de faire une esthétique qui est plus dans la fiction avec tous ces travelling ou jouer même déjà sur le film de genre. Quand je faisais ces scènes avec le pistolet et tout ça, avant les reconstitutions, il y a toujours un peu une introduction pour chercher un peu une sorte de côté épique, moi, à l'échelle d'un individu. Et ça, c'est plus fictionnel. Le type de caméra qu'on avait utilisé aussi, ça, c'était vraiment pour la fiction. C'était une grosse caméra à l'époque. Et donc, oui, non, c'est peut-être j'aime passer par le filtre de la fiction et d'inventer des histoires, mais qui peuvent être adaptées de faits divers et de choses très réelles pour travailler ce réel, la société, Ouais, non, je pense que ça me correspond mieux. Mais je suis pas à l'abri de faire demain un documentaire, ça dépend. C'est le sujet qui choisit le genre. Mais là, pour le moment, j'ai beaucoup de fiction à exprimer. Puis vous l'avez un peu dans Kindle, j'ai envie de cinéma de genre, là. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est l'un des aspects, assez forts du film, c'est que tu convoques un cinéma de genre, un cinéma qu'on connaît aussi. Enfin, il y a quelques films comme ça qu'on pourrait citer, dont Les Dents de la Mer. Je sais que c'est quelque chose, qui toi et moi, on aime beaucoup, on apprécie beaucoup, beaucoup ce film. Mais il y a toujours aussi cet esprit, et que ça soit dans celui-ci, dans Kindle, dans Fidaï aussi, et je pense dans le prochain, dans La Dernière Reine, qui est un film qui se passe, un film d'époque, qui se passe au XVIe siècle. Ouais. Même si, te connaissant, le regard sera beaucoup plus axé sur la contemporanéité, on va dire, de la situation, mais il y a l'épopée, il y a quelque chose que tu en as parlé, t'as un moment, t'as dit le mot épopée ou épique, mais c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, là, cette espèce de film comme ça, d'épopée, avec beaucoup de lyrisme, comment dire, où il y a une forme de dramaturgie très intense comme ça, et c'est vrai qu'au final, on m'avait posé plusieurs fois la question, et petit à petit, avec le temps, je me rends compte que très souvent, je pars de quelqu'un d'ordinaire, on va dire d'un individu normal, et qui va avoir peut-être le poids du destin ou des événements qui vont faire qu'en gros, il va se métamorphoser, se transformer. Mon oncle qui part du berger et qui d'un seul coup va se retrouver en pleine guerre, demander son pistolet et partir en mission. La femme de Kindle qui va à la plage et au final qui se retrouve en femme méduse à nager, crier et tuer, se venger. Il y a toujours un truc comme ça de transformation et j'aime bien filmer, suivre ce processus-là. C'est un petit peu la naissance de super-héros, mais avec un fond social et politique ancré, pas comme la mythologie innocente là, des Marvel et tout ça. Donc c'est un truc qui me plaît. On a un scénario sur une femme aussi qui suit, qu'on fera j'espère après La Dernière Reine, mais qui suit cette transformation de cette femme et qui devient un super-héros. Un petit peu comme dans Incassable avec Bruce Willis, ce film que j'adore. Il est bien ce film, hein. Ah oui. J'ai l'impression, pour moi c'est peut-être le meilleur film de super-héros qu'on ait pu faire. Il y a la série des Batman de Christopher Nolan, mais Incassable, je crois que c'est juste génial parce que c'est pas si évident que ça de voir. Enfin, le type même, le concept même de super-héros, il est pas si évident que ça dans ce film. C'est peut-être pour ça que il sort du lot. Il a un côté très réaliste du coup. Parce que c'est il y a beaucoup les faiblesses du personnage, les vibrations, les petits trucs. Puis il y a la trame familiale aussi à côté. C'est super beau. Et quelque part, je trouve que c'est peut-être juste une métaphore de comment être un bon père. Et être ce super-héros-là pour son enfant ou son épouse. Mais c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Et tu parlais des Dents de la Mer, là, je meurs d'envie, là, il faut que je me le procure, mais j'ai trop envie de revoir Massacre à la tronçonneuse. Ça me hante, là. Massacre à la tronçonneuse, tu pourrais faire ça en Algérie, peut-être. Ça pourrait être sympa. C'est pas très compliqué. Il y a un peu de cela.
Ça serait un documentaire ou une fiction? Ouais, mais justement, Adila, dans un débat, on s'est encore fait... Adila Bendimerad, donc. Oui, Adila Bendimerad, dans un débat, mais vous montrez encore l'homme algérien d'une façon violente, on n'est pas des chiens. C'est par rapport à Kindil, ça. Par rapport à Kindil, et elle a dit, mais... Moi je dis, mais c'est une bande de voyous, là, c'est juste des jeunes qui savent pas comment s'exprimer, ils vont passer à l'acte violent. Mais c'est pas l'homme algérien, c'est... Mais c'est étrange ce que tu relates, parce que lorsqu'on voit Kindil, donc qui est l'histoire d'une femme qui se fait agresser et se fait tuer même par une bande de garçons, et qui renaît en tant que méduse et qui finit par se venger. Mais quand tu vois ce film, bon, il y a ces garçons qui la tuent, mais il y a aussi, ils sont pas représentatifs de l'homme algérien, parce qu'à côté de cela tu vois aussi quelqu'un de très important, même extrêmement primordial, qui est son mari, bah oui, qui est joué par Nabil Asli, et puis même le flic, mais même le flic. Mais comment on peut comprendre cela, qu'ils aient oublié cet homme aimant, qui l'embrasse, qui l'aime, qui est juste normal avec elle comme elle est normale avec lui, c'est un couple normal, et qu'ils ne retiennent que la violence des choses? Peut-être un manque d'habitude. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans le cinéma, ni à la télé, je crois. D'un amour simple, et peut-être que la violence est plus spectaculaire, donc on la retient plus aussi. Et je pense qu'il y a vraiment un manque d'habitude à la fiction. Cette habitude à voir de la fiction d'autres pays, mais quand c'est l'Algérie, ils le prennent au premier degré. Beaucoup le prennent au premier degré. Ces histoires que tu connais d'acteurs qui veulent pas jouer, à un moment ils vont être humiliés parce que les gens vont le voir et ils se disent que c'est pas l'acteur qui se fait humilier, c'est le personnage. Et comme disait Adila, elle a dit, mais les Américains ils ont pas reproché à Toby Hooper de montrer cette famille en disant, les Américains on n'est pas comme la famille de Massacre à la tronçonneuse, on n'est pas une famille de tarés qui tue tout le monde. Et bon, je pense que c'est aussi le manque d'image de nous-mêmes, hein, tu sais bien, le manque de... On a toujours eu à Béjaïa et partout pourquoi dans votre film il n'y a pas ça, moi j'aurais aimé voir ça, comme si dans un film on pouvait tout mettre et tout faire. Ce manque d'image et ce manque de fiction. On a eu en débat de Kindil des reproches sur le fait que la créature se venge et tue. Genre c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de se venger. Mais c'est juste le pouvoir de la fiction, là, c'est cathartique. Est-ce que c'est pas bien aussi d'adopter le même geste que ceux qui l'ont tué, à savoir la violence? Ouais, mais au cinéma, c'est trop bon. Il faut, Et puis, malheureusement, des fois, dans la vraie vie, quand il n'y a pas de justice, qu'est-ce qui reste? Donc en fait, Adila, c'est un peu Charles Bronson. Pourquoi pas? C'est un peu la justicière de minuit, quoi. Ouais. Mais tu peux comprendre que c'est assez, comment dire, c'est une ligne très fragile, ça, ces films qui à un moment épousent l'attitude qu'ils essayent de combattre, à savoir cette violence, c'est la vengeance, je ne sais quoi. Donc ça reste toujours une ligne très très fragile et qui. Ah oui, au niveau moral, ça l'est complètement. Et là, on se demande est-ce que le cinéma est aussi ou n'est qu'une affaire de morale ou quelque chose comme ça. Mais moi, tu sais que dans un débat, on m'a reproché d'être un violeur. C'est-à-dire toi, Damien Ounouri? Oui, c'est-à-dire que la façon dont avaient agi ces jeunes hommes sur le personnage joué par Adila Bendimerad, cette violence-là, ben moi, je l'avais dans la façon de la filmer. C'est-à-dire que quand je la filme qui nage et qui se détend, on m'a dit, mais vous avez le même regard qu'eux. Vous hypersexualisez son corps de la même manière que les violeurs en fait la voient. Et j'ai dit à cette jeune femme, je dis mais ouais peut-être. Je dis peut-être vous avez raison, je suis comme ces violeurs, sauf que moi j'ai trouvé le cinéma en route qui fait que ça me permet de faire un truc qui est légal et qui fait pas de mal qui fait de mal à personne. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que ces jeunes-là, au début, la regardent, ils trouvent ça beau, ils sont fascinés, je pense. Mais ils savent pas comment l'approcher, comment la draguer. Donc ça va passer par une approche maladroite, sauter à côté d'elle, l'éclabousser, puis l'effet de groupe et un mot, et ça dérape, et ça part dans un phénomène collectif une hystérie collective, de violence. Et moi, quelque part, j'ai transcendé... Bon, c'est absurde ce que je dis, je suis pas un violeur. Non, mais ça on a compris. Mais
le fait de m'avoir reproché que j'hypersexualisais, puis elle nage avec une robe. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en plus de cela, il parle de quoi? Il parle de la séquence où elle renaît ou avant où elle nage et qu'elle se détend. Est-ce que donc il y a encore cette espèce de miroir qui, tu me disais que donc c'est une jeune femme qui t'a posé cette question. Ouais. Donc c'est quelque chose. Donc cette image-là, la décontenance, ça l'a perturbée, cette image-là. Cette image-là, elle a beaucoup plus perturbé que celle où on la voit, où on voit le personnage d'Adila se faire violenter et agresser et tuer. Ouais, c'est-à-dire que dans sa tête, le moment où je la regarde nager, et donc c'est un regard amoureux. De réalisateur à son actrice, on peut dire ça. Il y a un moment où là on s'abandonne un peu, quoi. Dans l'histoire du cinéma, on a vu ça. C'est pas... Le gros plan a été inventé, tu le sais, c'est un regard amoureux de Griffith, sur Liliane Guiche. C'est comme ça qu'il a inventé le gros plan. Et tu vois ça même Bergman dans Monica, quand à un moment elle se réveille plus tôt, il reste un long moment avec elle, qui fait son camping au bord de la mer, et c'est très beau. C'est très simple pour moi, je pense. Et c'est vrai que sur le scénario, c'était une demi-ligne. Elle va nager, elle fait la planche. Mais quand Adila s'est mise à nager avec Hamoudi, Lagoun, le chef-op, on a trouvé ça trop beau. On continuait, on suivait, on était hypnotisés. C'était avec cette eau verte. Et de là à le comparer à mettre au même niveau que la violence des violeurs, je vais pas, ce que je lui ai dit, je vais pas m'asexuer. C'est-à-dire, je suis un homme hétérosexuel, j'ai une actrice devant moi. Ça se trouve, j'aurais eu un mec qui fait quelque chose de sportif ou où je trouve ça beau en termes de corps, j'aurais duré aussi. C'est la même chose, je cherche la beauté. Et j'essaye souvent j'attaque les corps assez proches. Donc très souvent, je cherche cette sensualité. C'est de la sensualité, c'est un film très sensuel. J'essaie de chercher les vibrations. Oui. Et donc, il y aura souvent ça. C'est malheureux, moi je trouve que notre cinéma manque justement de corps. Exactement. Et qu'il est trop asexué, y compris dans le cinéma contemporain. On est encore trop là-haut dans la tête. Il en faut, c'est bien, mais il faut que ça pète un peu plus, je pense. Mais comment tu peux l'expliquer, ça, que ça fait pas mal, enfin ça fait un bon bout de temps qu'on s'intéresse un peu aussi à ce cinéma-là, enfin aux différents cinémas qu'il y a en Algérie, et il est rare effectivement de voir des films où les personnages sont sexués, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont habités, qu'on sent quand ils ont du plaisir, quand ils ont des désirs. C'est rare de sentir cela. C'est ce qui fait qu'on le voit aussi dans Kindy. Ça, c'est juste très beau. Mais comment tu peux expliquer encore aujourd'hui, de la part, que cela soit des cinéastes plus anciens, mais aussi des cinéastes de notre génération, qui ont du mal à filmer la sensualité, les corps impatients, que cela soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Après, c'est propre à... Je pense qu'il y a autant de réponses que d'individus. Et on n'a peut-être pas aussi assez de cinéastes pour que ça s'exprime pleinement. Mais il y a peut-être quelque chose de culturel, de l'ordre de la pudeur. Parce que c'est vrai qu'avant, un des derniers qui a filmé les corps, c'est Moknesh, avec Nadia Kassi et Biouna, où il y avait ces débordements-là. Mais c'est vrai qu'après, je pense que c'est quand même peut-être lié à la pudeur, que c'est aussi beaucoup d'hommes qui écrivent et réalisent. Du coup, ils ont peut-être moins cette sensibilité-là. J'ai envie de te contredire, mais j'ai du mal parce qu'il faudrait que je trouve des exemples. Je sais que la dernière fois où Yanis Koussim a quand même... Yanis Koussim, peut-être dans son dernier film, oui. Celui qu'on espère, on verra. J'espère même dans Rouya, quand même. En tout cas, il a un truc avec les femmes qu'on a... Ça, on a un cinéma quand même qui est pas mal masculin, hein, malgré tout. Mais là, moi, je te parle vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, je te parle vraiment de la sensualité du corps, filmer un corps qu'il soit masculin ou féminin, parce qu'il est beau, parce qu'il y a quelque chose à en faire. Et tu parles de Yanis Koussim, et Yanis Koussim, je crois que dans son dernier film, il y a cela à un moment. Il a une manière il filme un corps masculin qui est très très beau, et c'est rare. Amel Kateb l'avait fait dans Ne mourra pas. Amel Kateb a été beaucoup plus loin, c'est que elle filmait à un moment Kader Afak et elle-même. Kader Afak revenait d'Irak, je crois, je ne sais plus, et donc ils se retrouvent, ils sont amoureux, et ils s'enlacent, ils s'embrassent, et puis on sent qu'il va se passer quelque chose, et effectivement, et c'est très beau, c'est très très beau. Mais c'est une femme peut-être, enfin. Bah ouais, c'est une femme. Mais ça reste quand même très beau. C'est vrai que chez les hommes,
Oui, bah Mel, elle répond de temps en temps à des mails, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'elle revienne parce qu'elle manque beaucoup. Elle manque beaucoup. Mais c'est dommage que les hommes de notre génération, il y a encore quelque chose à faire. Bon, après, c'est peut-être que c'était leur histoire qui permettait pas ça. Ou... Peut-être. C'est histoire de regard, hein, comment tu filmes, comment tu vois le monde. Après, il y a quand même, je pense, quelque chose de culturel. Si tu vas chez des cinéastes d'Amérique du Sud, ça va tout de suite être beaucoup plus charnel. On a un truc sur le corps qui est compliqué. On le voit dans la... Tu n'as qu'à le voir juste dans la rue. Hein. Tu vois bien comment les femmes marchent vite, elles sont compressées. Il y a des corps impatients, pourtant, il n'y a que ça. On le voit. Tu sais bien où on habite à Bab el-Oued, quand tu vois les supporters du Mouloudia ou autres qui sont là à 8h du matin et toute la journée, c'est des corps qui sont en action, même quand ils se battent avec les flics, c'est beau, c'est des corps plein de fou, plein d'énergie, quoi. Tu as filmé ça? Tu vois de temps en temps? Non, j'ai fait quelques photos. Ouais. Ça vaudrait le coup. Ça peut, ouais. Quelques années après avoir fait Kill Deal, en y repensant, ce film, tu l'aimes? Ah oui, je l'aime, ouais. Ça a été douloureux dans le processus de fabrication pour plein de raisons que tu connais, de production. Oui, parce qu'il faut savoir que faire un film en Algérie, c'est pas évident. C'est pas évident parce que déjà il faut trouver de l'argent. Ouais. Et que celui-là, on l'a fait un peu en mode de façon indépendante, sans institution au départ. Vous n'avez pas eu une aide du DATIC ou Si, on a eu l'aide du ministère de la Culture à la fin, quand le film était fini. On a eu une aide à la post-production. Donc on va le mettre de côté, ça. C'est plutôt. Mais dans le processus, voilà, c'est ça. Avant. C'était 6 productions algériennes privées qui mettaient de l'argent propre, du matériel. Et ça, c'était du coup, et elles sont venues progressivement. Donc il y a des moments où on était très endettés et on n'avait pas de quoi travailler, pas de finir le film. Donc on continuait tout à bûcher de notre côté avec Adila. Et donc c'était laborieux. Après, on a eu Cannes et tout ça, tout s'est réglé. Mais avec le recul, là, on l'a montré encore. J'ai revu le début et j'étais content de voir qu'il c'était vivant, quoi. Que la vie, elle était bien piégée, que le film vieillirait pas trop, en tout cas pas au début du film. J'ai pas vu en entier, mais il a son cachet, il a un truc. Il a un truc peut-être parce que, comme on disait, tu parles de choses qui sont du présent, qui est le corps, qui est la sensualité, qui est aussi ce très très beau personnage masculin, son mari, qui est très très beau, qui est vraiment vraiment bien interprété par Nabil Asli, qui est un excellent comédien et moi, enfin, on en avait parlé de ton film. C'est vrai que toute la première partie jusqu'à la Renaissance est juste extraordinaire. Après, bon, moi je trouvais que, enfin voilà, ça peut-être ça s'est soufflé un peu, mais on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir de l'émotion aussi. C'est important aussi. C'est vrai que la deuxième partie, c'est plus mitigé. Il y a des pour, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui s'ennuient. Ça reste un film, c'est le plus important. Mais le film, malgré tout, je pense, tient. C'est toujours assez fort, dès qu'on arrive à la fin des projections, les gens dans les yeux, il y a un truc assez fort, comme s'ils avaient vécu une sorte d'expérience, et ça, il y a souvent des gens un peu bouleversés, tout ça, alors qu'en plus on n'a pas cherché de les jouer sur la fibre émotionnelle particulièrement. On a foncé dans notre idée. Après ça, c'est Adila qui est aussi à l'écriture. Parlons d'Adila. Donc, mais c'est assez impressionnant comme elle est. C'est ça aussi le fait de vivre là-bas, de vivre à l'endroit où on fait ses films, c'est qu'elle sent beaucoup de choses. Et c'est ça que je voulais en venir. Donc, vous vous êtes rencontrés dans un festival, je crois, et vous avez commencé à travailler ensemble. Quand vous travaillez ensemble sur un scénario, comment vous partagez les tâches? Comment ça se passe? Elle vient, elle écrit un premier jet ou... Parce que et moi je crois que c'est aussi cette force de travailler à deux, d'être un couple et de travailler à deux sur un film ou je ne sais quelle œuvre, je ne sais quelle création. Je trouve que c'est quelque chose de très important parce que ça permet, quand l'un a des moments un peu difficiles, d'être recadré et deux soulevé par l'autre et réciproquement. Et je trouve que, je sais pas, on a reçu la semaine dernière Moufida Fedali et Mehdi Emili, qui sont cinéastes et producteurs tunisiens, et ils travaillent ensemble sur les scénarios et ils produisent ensemble
Et il me disait qu'effectivement, c'est important, ça fait du bien. Ah bah oui. Ben, ça permet de sortir de l'isolement. Mais après, ça peut engendrer aussi des conflits. Hein. C'est pas simple de travailler avec quelqu'un. Pour moi, ça allait, mais pour Adila moins, parce qu'elle doit me supporter. Donc au début, on écrivait vraiment de A à Z tout ensemble, côte à côte. Mais des fois, disons que maintenant, on a trouvé un autre équilibre, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup avant. Et généralement, les derniers projets, Adila commence à poser sur papier toute seule. C'est-à-dire, elle enregistre, elle se nourrit de tout ce que je lui dis, tout ce que je veux, tout ce que je cherche. Et d'un seul coup, clac, elle a un déclic, elle y va, elle se lance. Et toi, les idées que les idées ou les pistes, ce sont des images? C'est des images, des situations. Moi, c'est plus des choses, on va dire, de cinéma, mais qui feront pas un film. Des envies, je sais pas, sur un scénario qu'on a écrit, j'ai dit moi je veux un braquage et voilà, on fait pas un braquage dans une banque, on le fait au Square Port Said, parce que c'est là-bas la banque, à Alger. Donc du coup elle va arriver elle va écrire des choses pour arriver à cet endroit-là. Et où des fois pendant qu'elle a écrit une scène, elle m'en parle. Donc des fois avant de la relire, elle me dit je suis un peu là-dessus et tout, et je dis ah non, moi je voudrais qu'on aille plutôt là-dedans, dans cette direction-là, ou plutôt dans cette direction-là. Je suis plus comme un copilote en fait. Elle est au volant, et moi je lui dis non, là on tourne à gauche, là on va à droite, là tu ralentis, là t'accélères, là on s'en fout, tu sautes. Donc c'est ce qui fait qu'à la fin j'ai un scénario un peu à la carte, qui est où j'ai pleinement participé. Mais finalement, c'est elle qui a fourni les dialogues, les trucs, etc. Et donc après, une fois qu'elle a fait une passe, maintenant on l'a fait, hein. Hier elle a fait une passe sur notre scénario toute la journée, et moi ce matin je reprends tout ce qui est nouveau et je lui dis ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, j'enlève. Ça doit être vraiment assez intéressant ça, de travailler comme ça. Ça doit créer pas mal de... Oui, après des fois et tout ça. Oui, mais après des fois on tombe sur des os, sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais souvent elle me satisfait. Mais après... Tout dépend, ouais. Non, mais c'est vraiment super, c'est une chance. Parce que moi, je veux pas... Au final, je préfère être... J'ai pas envie d'être auteur-réalisateur. Moi, auteur, je le suis forcément en faisant mon film et en choisissant comment je cadre, le découpage, les choses de déco. Je suis aussi sur tous les petits détails de mise en scène, de couleurs, de costumes et de décors. Mais si je pouvais que réaliser et pas écrire, je serais... C'est dingue, tu n'es pas le premier à me dire ça. Un cinéaste algérien me disait récemment que c'est l'angoisse pour lui, l'écriture. Mais par contre, tourner, c'est juste euphorique. Mais l'angoisse d'écriture, c'est une... Mais quand ils m'ont parlé, c'était limite, il faut que je le fasse parce que voilà, mais c'est angoissant. Bah oui, et puis tu n'as pas forcément le même talent pour les deux. Et c'est propre partout, hein, quand tu as des auteurs-réalisateurs de tous les pays qui ont ça... Souvent ça pêche au niveau du scénario, quoi. Mais pourquoi alors je sais que... Alors, ne parlons pas d'autres géographies cinématographiques, on va parler de l'Algérie. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Algérie, je remarque très souvent que cela soit même à la télévision, mais aussi au cinéma, je remarque il y a trop cette envie du concept de la politique des auteurs, qui est malheureusement pas très bien comprise, parce que c'est pas ça la politique des auteurs, c'est autre chose. Ben oui. D'être j'écris et je réalise. Et j'ai l'impression que ça, c'est très français, cette tradition-là. Bah non, parce que quand tu vois les écrits quand tu vois les films de Truffaut, de Chabrol, de Rivette, c'est pas eux qui écrivaient leurs scénarios. Chabrol, il avait Guégoff, et Truffaut, il avait une armada de scénarios. Mais c'est leur théorie qui a été mal comprise. C'est ça. Quand Truffaut dit Hitchcock est un auteur, ça veut dire que Hitchcock, il écrit pas ou très peu. Voilà, c'est pas ça. Mais alors, pourquoi c'est vrai qu'en Algérie, j'ai l'impression que on pourrait avoir des choses passionnantes s'il y avait cette possibilité de déléguer, d'avoir des scénaristes, oui. Et ça en serait plus fort. Je sais pas, des fois t'entends parler de gens qui ont écrit 10 scénarios qui sont super, mais ils en ont réalisé aucun. Il faut peut-être se dire qu'en fait c'est peut-être des scénaristes et que faut pas qu'ils réalisent, qu'ils le donnent. Et vice versa, il y a des gens qui réalisent leur le vendent plutôt, pas qu'ils le donnent, qu'ils le vendent. Oui, non mais qu'ils le donnent après contre.
ces histoires de production et de contrat, mais c'est vrai que ça ferait, je pense, du bien. De quoi ça vient, je sais pas. Il y a peut-être un côté, peut-être qu'ils pensent que c'est un truc, un prestige, un statut, je sais pas, ou qu'ils ont du mal à se dire, il y a que moi qui peux comprendre, qui peut le faire. Moi, si tu veux, on me donne un. Là, c'est avec Adila, on initie ensemble les idées et tout ça, mais dans les idées qu'on a, quand c'est les idées d'Adila, il y en a certaines, je dis non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi. Mais parce qu'à un moment, je me reconnais dedans, il y a mes préoccupations. Mais je pense tu prends David Cronenberg, lui non plus, il a dû scénariser certains de ses films, mais pas énormément. Et en fait, à chaque fois, c'est du pur Cronenberg. C'est-à-dire que le truc lui a parlé, il a mangé, digéré, il en fait et c'est son œuvre. Est-ce que c'est parce que aussi beaucoup de... Là, ce sont des comment dire, on discute, hein, je n'ai pas de vérité, on parle, donc je te pose, c'est des suggestions. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de documentaires que de fiction aujourd'hui qui viennent d'Algérie, et donc peut-être que il est très difficile d'avoir un pôle de scénaristes alors qu'il n'y a pas beaucoup de fiction. Ouais. Et c'est ça aussi, le manque de scénaristes qui fait que tout le monde est obligé d'écrire. Je sais pas, je l'ai pas lu, mais Amin Sidi Boumedienne, effectivement, il a un univers tellement propre et fort, qui va lui écrire ce qu'il peut réaliser. Donc voilà, des fois il y a pas le choix. Après, clairement, le cinéma algérien est quand même un cinéma majoritairement documentaire, et y compris dans certaines fictions, qui pour moi sont très documentaires, très sociologiques. Ça vient du fait que quand même le manque de financement et peut-être d'écoles ont fait que beaucoup de gens sont venus au cinéma de façon indépendante, autodidacte. Le numérique arrivant, des petites caméras, etc. Donc plus naturellement, on va vers le documentaire, comme moi aussi. Peut-être aussi ce manque d'image de soi-même fait qu'il y a un besoin fort de documentaire. Tu vois, dans les années 2000, quand même, aussi énormément de documentaires, de films un peu plus peut-être micro-trottoirs aussi. Mais rien que ça, c'était énorme, c'était génial. Moi, à ce moment-là, j'étais en France, je prenais tout. Et voir même un mec qui pose sa caméra dans la rue et des gens qui parlent, ça me montrait l'Algérie, ça me donnait quelque chose de l'Algérie alors qu'il n'y avait aucune image. C'était super important. Après, en 2018... je trouve ça juste un peu léger maintenant, un film qui va juste faire un micro-trottoir, parce que ça fait 10. On est passé, je trouve qu'on est allé plus loin que ça. Il y a entre-temps, Internet s'est développé, y compris en Algérie, où maintenant tout le monde a Internet. Donc il y a plein d'images quotidiennes qui sortent, et je trouve que le cinéma maintenant peut monter plus haut en termes d'esthétique, travailler le réel de façon moins au premier degré, tu vois, d'aller travailler la forme aussi, pousser ça. Ce qui fait qu'aussi qu'on a aussi cette nouvelle vague de documentaires qui est plus poussée, comme Hassan Ferrani, Jamel Kerka, etc. Ou Naïm Mari qui va plus dans l'art contemporain. On a un cinéma documentaire, mais qui des fois fait fiction, fait musée, fait... C'est ça, pour le coup, c'est vrai que la plupart des films qui sont intéressants et qui viennent d'Algérie, ce sont des films où on ne peut pas les mettre dans une case. C'est ça qui est dans cette particularité. Ah oui, de toute façon, tous les films sont un peu arrachés. Ouais. C'est des personnalités très fortes. Sont arrivés à faire un film de A à Z, il faut être fort. Donc quand le film est fini, sachant qu'on est dans un contexte à économie zéro en Algérie, c'est-à-dire qu'il y a un mec, une femme, un mec générique en tout cas, qui a réussi de A à Z à tenir un projet, quoi. Et à la sueur de son front, et il a tenu longtemps. Donc le film qui sort, généralement, il transpire, il s'est pas fait gratuitement, quoi. Bon, il l'a pas fait juste pour la beauté du geste. Donc il y a souvent... qui fait que même en étant dedans, je trouve qu'on a vu ça dans les dernières années, tous les festivals du monde arabe, du Moyen-Orient, très souvent les films algériens, ils avaient plus de panache, plus de fougue, plus d'envie, plus de colère. C'était pas des films bien lisses, ils avaient des fois, et même Kindle l'est aussi, c'est un film un peu cabossé par endroits. Il y a plein de défauts, d'erreurs, des milliards de faux raccords, mais on s'en fout. Il y a un truc qui est sorti entier, et
et qui devait exister. Toi qui vis là-bas en Algérie depuis quelques années, est-ce que tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire? L'année dernière, il y a eu Cinémed qui a invité Merzak Alouache pour une masterclass, mais il y avait aussi une énorme réunion avec pas mal de cinéastes algériens. D'ailleurs, Cinémed l'a appelé la jeune garde du cinéma algérien. Ça fait 2-3 ans qu'on voit des shows, 2-3 ans qu'il y a des festivals qui priment certains films algériens. Je pense à Demande à ton nom de Lamina Mahroudia au FID, ainsi que le film de Nazim Djemai à Pénombre, etc., etc. Le film aussi Loubia Hamra de Narim El Marib, etc., etc. Donc nous on est ici et il se passe des choses. Mais est-ce que toi là-bas, qui vis au quotidien, comment faire un film, comment se prendre la tête pour faire un film, on parle de nouvelle vague, donc non, mais après, cette vague, tu la connais, ça fait des années toi que t'en parles. Mais oui, mais toi tu y vis, donc moi je ne suis pas cinéaste, donc c'est différent. Mais après, les copains, tu sais bien, on se connaît tous. Donc ça fait tous à peu près 10 ans qu'on est en train de bûcher. Maintenant, commence à y avoir une reconnaissance critique, mais aussi simplement du fait que on a tenu, pour la plupart, que les films se sont faits, donc il y a plus de films, et qu'il y a eu le premier passage au long métrage. Il y a eu des longs documentaires, il y a eu des premiers longs de fiction, et qui fait qu'à l'international ça se remarque, et donc enfin les gens à l'extérieur arrivent à se dire ah mais attends, il y a un film à Cannes algérien, il y en a un autre à Venise, à Locarno. Ou alors il n'y a pas de film algérien à Cannes. Ouais. Ce qui veut dire qu'on a tellement l'habitude. On a eu l'habitude de... Donc oui, il y a ça. Et clairement, c'est juste devenu un état de fait, un état naturel à Alger quand on est là-bas, qu'on se voit de copains, on fait du cinéma, on se bat pour. On est dedans. Tu penses que ça peut continuer ainsi, c'est-à-dire faire des films de cette manière? Tu vas dire oui, mais on n'a pas le choix, je sais. Mais est-ce que il serait plus simple de faire des films en étant au moins qu'il y ait un financement régulier, une véritable politique de financement? Est-ce qu'à un moment, ça peut juste être insupportable il se pourrait qu'à un moment, il y ait quelques personnes qu'on connaît qui baissent les bras, qui n'en peuvent plus finalement, et qui arrêtent. Ah bah oui. Donc, et ça, quand il n'y a pas d'économie, c'est fragile. C'est ça qui... Combien de temps ça va durer? Moi, je pense que tant que les gens auront des choses à exprimer, ça durera. Après, la contrainte économique fait que il y aura des films qui ne pourront pas se faire. Tu ne pourras pas... ou différemment. Tu pourras pas faire Godzilla, tu devras faire Cloverfield. Mais encore Cloverfield. Oui, il y a du budget. Mais bon, avec le numérique, il y a quand même, c'est quand même assez impressionnant comme les choses évoluent. Oui, ça reste fragile, mais je crois pas que. Disons qu'on a passé l'époque. Pour moi, l'époque la plus critique, celle de Raïda Toumi. Et non, il y a encore plus critique, c'est les années 90 avec le terrorisme où il n'y avait plus rien. Mais après, des films qui étaient faits, mais c'est vrai que il y a quand même des films. Après, la politique de l'événementiel qu'on avait pendant 10-12 ans en Algérie a tout tué, alors qu'on aurait pu construire un cinéma très fort. Et mine de rien, bizarrement, regarde l'an dernier. Tu as raison, pardon de te couper la parole, mais c'est très important de le dire ça. C'est vrai qu'on a loupé le coche. Il aurait pu se passer quelque chose à ce moment-là. Oui. C'est véritable, parce que c'était une dame qui était ministre de la Culture et qui avait des conseillers qui connaissaient le cinéma. Il aurait pu se passer quelque chose. Il aurait pu y avoir une politique cinématographique. On a loupé le coche à ce moment-là. Après, la bonne chose qu'elle a fait, c'est avoir un gros budget pour la culture. Mais il a été dilapidé pour l'essentiel. Parce que regarde, tu vois, vous faites des films qui ne sont pas vus comme vous voudriez qu'ils le soient, c'est-à-dire un parc de salles de cinéma sur tout le territoire. Mais ce qui est encore beaucoup plus paradoxal, c'est que lorsque le film, parce qu'à un moment ou à un autre, le cinéaste en Algérie décide de mettre le film sur YouTube, à un moment ou à un autre. Et là, c'est juste triste, parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui vont voir le film. Et tu t'imagines imagine ces gens-là qui vont le voir dans une salle de cinéma, qui payent le ticket, puis le ticket. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un public en Algérie, finalement. Mais pire que ça, imagine, il n'y aurait pas YouTube. Donc il y a YouTube, c'est très bien, pour le moment. Fait de chaque film, on crée un petit patrimoine comme ça, et au moins ça documente les années. Comme les films de Merzak Alouache, un par année, au final, il a créé une autre histoire de l'Algérie par le cinéma, et ça c'est très beau. C'est un trésor, sa filmographie.
qu'on aime ou pas certains films ou peu importe. En tout cas, quand tu regardes les films les uns après les autres, ça raconte quelque chose de très fort et qui passe du doc à la fiction. Mais sur ce qui se passe maintenant, moi j'ai quand même de l'espoir parce que vraiment avec le numérique, il y a des jeunes, les vrais jeunes, c'est ceux qui ont 20 ans. Tu vois, ils arrivent, ils sont super à l'aise avec les technologies numériques et ils font des trucs, ils essayent. Il va y avoir, après il faut forger leur pensée de cinéma. Il faut qu'ils forgent leur pensée, tu veux dire. Ouais, qu'ils soient aidés, ils peuvent le faire par eux-mêmes, mais c'est vrai que c'est bien qu'à un moment il y ait des éclaireurs qui... On t'a proposé, depuis que tu vis là-bas, de former, de donner des cours Une fois, c'était Chrysalide. Ce qui n'est pas surprenant, mais après, non. Mais tu sais, tous, on serait volontaires pour aller à l'ISMAS, pour faire un département cinéma et faire des ateliers de temps en temps. Pas forcément théoriques, mais en tout cas faire des interventions sur 3 mois, 6 mois, ça pourrait... Je sais plus si Yanis Koussim m'en parlait, d'autres m'en parlaient. Bien sûr, ce serait avec plaisir. Même si c'est dur des fois de trouver le temps, parce qu'on écrit, on produit, on diffuse, on doit tout faire. Mais et vous devez vivre aussi. D'ailleurs, ta particularité en tant que cinéaste, c'est que tu t'intéresses. Enfin, je sais que tu as fait donc un clip pour Djimabwe Africa. Tu as fait une série récemment, une série pour le Ramadan, mais à ce que j'ai compris, cette série que tu as fait, c'est une expérience, voilà, une expérience importante, mais ce qui t'a permis aussi, parce que il y a un aspect dans le cinéma qui t'intéresse énormément, c'est filmer le corps, filmer le comédien, la comédienne. Et je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse de plus en plus, dû notamment surtout au projet, au film que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de préparer, Adila et toi, qui s'appelle La Dernière Reine. Ouais. Et qui est un film, si j'ai bien compris, il y aura pas mal de personnages, donc pas mal de comédiennes et de comédiens. Et je sais que tu m'avais dit, quand tu me parlais de cette série, que c'était aussi un moyen pour toi de travailler avec des comédiens. Ben oui, j'ai peu d'expérience, mais Tu vois, Kindle, c'est ma première vraie fiction. J'ai des scènes avec pas mal de comédiens, mais il n'y en a pas tant que ça, c'est un film de 40 minutes. Et donc La Dernière Reine, donc 16e siècle d'Alger, Baba Harouj, Salim Toumi et la princesse, la reine Zafira, il y a un gros enjeu d'acteurs. Et cette série, c'est vrai que quand on a proposé, la production Bang Bang a proposé à Adila de faire une série pour Ramadan, fin de l'année dernière. Tu t'es dit, je vais faire une série pour le Ramadan. Mais non, mais moi je trouve je suis pas fermé. Si tu veux, il y a un moment, on lui propose. Au début, j'étais pas très chaud. Voilà, ça n'a pas une bonne réputation. Quand on parle de série Ramadan, ça n'a pas une bonne réputation. Mais la réputation, je m'en fous. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que la réputation, est-ce que moi j'ai une bonne réputation? Je suis pas sûr. Tu n'es pas, je m'en fous. Tu n'es pas un enfant de bonne famille, comme on dit. J'ai pas le temps de m'arrêter à savoir ce qu'on pense de moi au final. Si tu veux, il y a un moment, on peut pas se dire à la télé, le Ramadan c'est de la merde. Et finalement, le jour où on te dit, bah tu veux proposer un truc et tu dis ah non. C'est de la merde, mais on te propose justement pour que tu le fasses. Je suis obligé d'accepter. Si je sais que les conditions vont être plutôt bonnes et je sais qui écrit et tout ça, et que j'aurai ma liberté. Donc c'est pour ça, quand elle l'a dit au début, j'ai fait j'étais pas trop chaud en termes de planning. Je me dis, ça se trouve, ça va venir, on va nous speeder, on n'aura pas le temps qu'il faut pour le faire bien, et on a notre film à préparer, quoi. Et en même temps, c'est arrivé à un moment où on avait fini nos versions de scénario et qu'on était en attente de réponse de financement. Pour La Dernière Reine. Du coup, je me suis dit, bah oui, on a 3-4 mois là de à rien foutre. Il faut s'entraîner. Il faut que je m'entraîne il faut muscler, il faut faire de la mise en scène, il faut diriger des comédiens, il faut aller sur le terrain, quoi, être confronté à ça, voir les problèmes, et puis ça me fera rectifier des trucs pour La Dernière Reine, et voilà. Et du coup, sachant que c'était Adila qui allait écrire, qu'en plus Sofia Djama et Yanis Koussim allaient venir écrire aussi, donc d'un seul coup parce qu'Adila, comme elle écrit vraiment pour moi, on est très proches. Mais là il y avait notre défi, c'était de prendre des scénarios là mais l'idée globale c'est elle, c'est-à-dire le concept, les personnages, la trame narrative, où on va aller et voilà. Oui, même la trame narrative, elle savait exactement comment ça allait se terminer. Oui, on savait à la fin qu'il y aurait le mariage de la petite sœur et il y aurait une rencontre et tout, mais il y avait des trous, et donc
Moi, je leur ai dit, par exemple, vraiment, je trouve qu'il manque des épisodes sur le personnage qui est acteur. J'aimerais bien que vous me fassiez... Joué par Amin Mansour. Que vous me fassiez un épisode au moins sur la fragilité du comédien et tout ça. Et c'est là où Sophia a fait l'épisode sur quand il passe le casting et qu'il le rate. Et c'est sa belle-mère qui a le rôle. Il est jaloux de sa belle-mère. Donc, pareil, on oriente, mais vraiment, ils avaient le champ libre. Donc c'était frais, c'était enrichissant. Après c'était compliqué parce que l'idée c'était de se dire bon, on n'a pas de salle de cinéma, on a YouTube mais on n'a pas de salle de cinéma, donc au final nos films sont pas vus vraiment par le public algérien. Où est l'endroit où on peut atteindre les Algériens? C'est à la télé pendant Ramadan, donc évidemment que c'est une place à prendre. Puis surtout quand on voit ce qui se fait, que c'est beaucoup de choses sont à vomir et respectent pas les gens tellement c'est médiocre en termes de qualité technique, de scénario, de direction des comédiens, et en plus ils font venir plein de réalisateurs étrangers. Alors c'est bien, ça donne du boulot à des compatriotes de pays voisins, mais il y a des réalisateurs algériens. Comment ça se fait que les réalisateurs algériens réalisent pas? Il y en a très peu. Très peu, la majorité, il y a des Turcs, il y a des Syriens, il y a des Tunisiens. J'aime ces nationalités, mais quand même, c'est dommage de ne pas faire bosser les réalisateurs algériens. Notamment ceux de notre génération, là, qui je sais pas s'ils seraient partants pour le faire. Mais et puis, on avait cette liberté de scénario. Sachant qu'en fonction des télés, ça allait varier sur notre possibilité de dire ou pas certaines choses et de censure ou autocensure. Mais en gros, on a été quand même plutôt libre, vraiment libre. Il y a eu certaines fois, on a dit là, faut tasser un peu, ça va pas passer. Là, faut cacher un peu le corps des filles parce que ça va pas passer. Au final, on n'a rien eu. Donc après, il y a des moments où on s'est dit bon, le débardeur, on oublie, on met des manches longues à la fille quand elle fait son sport, des conneries comme ça. Mais c'est pas si grave que ça. L'important, c'est parce qu'il faut pas non plus créer une rupture et que si c'est censuré, l'épisode, je sais qu'ils allaient le couper en deux et ça voudrait rien dire. Donc je fais une concession sur un bout de tissu ou sur un dialogue parce que au moins l'important c'est que l'épisode passe en entier. Au moins il y aura 80% de ce qu'on voulait dire qui passe quoi. C'est mieux que rien. Mais il y a un vrai problème encore, c'est la façon dont les productions vont travailler et les télés. C'est-à-dire que c'est même pas les télés qui financent, c'est des sponsors, c'est des annonceurs, c'est des marques de semoule, de téléphone, C'est-à-dire que c'est même pas la télé qui te commande un programme, c'est la télé va te dire, tu vas venir à ton concept à la télé va te dire, elle va te donner un coup de tampon en disant oui, on le passera si vous avez des annonceurs. Donc une fois que tu as ton tampon de la télé, tu vas voir les marques et tu leur demandes est-ce que vous voulez venir sur ce projet. Et tu vas récupérer comme ça des marques qui vont payer, qui vont demander de mettre leurs produits ou je sais pas quoi. Ça se négocie et ça va passer à la télé. Mais c'est un système complètement biaisé et purement capitaliste qui donnera rien. Puisque le temps que la télé te donne le tampon, ça va devenir très tard. Et que les gens des marques se décident, ça va devenir très tard. Et où est-ce que ça va pêcher? Ça va pêcher à l'écriture et à la production. Et donc, ce qui fait que nous, notre écriture, le feu vert a été donné hyper tard. Et donc, Adila, puis Yanis et Sophia ont dû écrire très très vite. Et c'est combien de temps entre le moment, combien de temps avant le début des préparations? Je pense qu'entre le feu vert et le tournage, il y a 1 mois et demi. Ouais, donc c'est vraiment c'est peu. 27 épisodes prévus. Alors qu'on en a vu que 24. 23. 23, mais il y en a un qui est pas bien monté, ça serait que 22, qui est trop long. Mais donc oui, en fait, il faudrait déjà que les productions investissent en amont sur les scénarios, comme au font en France, aux États-Unis. C'est-à-dire, tu payes des scénarios, tu payes un scénariste longtemps avant, tout est écrit, tu peux calibrer aussi ton minutage, tu peux répéter avant avec tes comédiens longuement, et qui fait que quand tu vas à la télé et tout, en fait, tout ça c'est prêt. Et dès qu'il y a le feu vert, boum, on prépare. Et là, il n'y a pas ça, qui fait que des fois, ça va te donner des épisodes qui sont pas assez poussés en termes d'écriture, ou qui vont être des épisodes qui vont être escamotés. Là, Adila était là souvent sur le plateau, même 90% du temps, à réécrire des scènes, des dialogues, pour se rendre compte que ça marchait pas. Il y avait des épisodes parfois, c'est vrai, où
c'était une incompréhension dans la narration. Il y avait des moments où ça s'essoufflait, puis on comprenait pas. Il y avait des petits moments comme ça où oui, parce que des fois certains épisodes auraient deux épisodes étaient un seul. Donc c'était trop long pour Sormacourt. Nous à la base avec Dylan on écrit pour plus long. On pensait faire des épisodes de 15-20 minutes parce qu'on déroule des choses des fois plus douces. C'est un shortcom ce que tu as fait. Tu le sais. Ça. Je connais pas ces termes anglais. Shortcom. Mais je trouve que vous êtes beaucoup. Tu sais que je suis très. Toi et moi, on aime beaucoup la subjectivité. Je trouve que vous êtes plus à l'aise, Adila et toi, quand vous travaillez sur effectivement la durée, sur le temps. Et c'est vrai que peut-être le format 7-8 minutes, je sais pas, j'arrivais pas à vous, j'arrivais pas à trouver. Ça dépend des épisodes, voilà, mais tout ça c'est. Oui, j'aime beaucoup l'épisode sur. Après tout ça, c'est subjectif, mais c'est vrai que l'écriture, ça se jauge, et de la comédie aussi. Le rythme. Moi, première expérience de comédie. C'est beau. Voilà, après il y a des directives de production aussi, donc qui te demandent tel style et pas celui-là. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Attention, faut pas être trop burlesque, mais sur un format court, il faut que ça dépote. Si tu déroules les choses trop lentement, que tu travailles pas une chute forte, ben ça peut, à la fin, tu te dis quoi, et c'est tout, ça peut ressembler qu'à une exposition de quelque chose de plus important. Donc tout ça, c'est assez complexe, mais qui fait que des fois ça marche pas. Il y a des fois, moi aussi en termes de mise en scène, je trouve pas le bon truc sur la chute. Peut-être que des fois aussi, j'arrive pas à amener les comédiens à ce qu'il faudrait que ça soit pour que ça soit des fins bien remplies. Il y a des choses aussi de mise en scène qui fait que moi aussi, avec le peu de l'écriture qui arrive très tard, préparation très soutenue, très rapide, Amine Cabès était dans les starting blocks et s'est bien battu. Mon premier assistant réalisateur, Amine Cabès. C'était très dur à préparer cette déco, tous ces costumes qu'il faut en tourner un épisode et demi par jour. C'est très condensé en termes de temps. L'équipe au son, c'est pareil. Après, en termes de mixage au moment de la post-production, que pour tourner un plan, tu vois, il y a 7 acteurs, 10 comédiens, enfants compris. Il faut installer tout ça. C'est qui fait que même moi, j'ai pas eu le temps de découper comme je découpe d'habitude pour un film. Donc j'arrivais sur le plateau, je voyais l'espace, comment attaquer la scène, c'est quoi le plus judicieux, comment faire venir les gens, les faire partir, les déplacements, tout ça pour créer de la vie, parce que c'est ça le but, que créer de la vie, arriver à créer une famille avec des acteurs très hétérogènes en fait, il y a aussi des physiques ils sont tous très différents. Comment faire que cette mayonnaise elle fonctionne dans un temps très court, et donc toujours, moi, après, je tentais, par exemple, pour la première fois, j'utilise le zoom. Et c'était génial, j'ai kiffé. Mais tu vois, pour un film, je me serais peut-être mis une pression en disant, je vais pas zoomer. Ouais, je sais pas si tu t'aurais... Et en fait, parce que là, le zoom pour la comédie, après, là, le montage, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de zooms qui ont disparu par le montage. Un peu malheureusement, mais... Finalement, avec un zoom, des fois, tu peux faire des apartés. Truc qui, dans la vie, ne marche pas, mais en comédie, ça marche des fois de faire des apartés. Il y a quelque chose qui se passe et d'un seul coup, tu fais un aparté, puis tu reviens à ce qui se passe. La comédie le permet, le zoom aussi, ou des fois de dézoomer pour découvrir quelque chose. C'est un truc que je vais réutiliser en fiction. Parce que j'aime bien ce côté chaotique du zoom que ça apporte. Je trouve ça en fait génial. Je pense que pendant le tournage, t'as pas eu le temps de penser à ça, mais j'imagine que là, maintenant, la série est livrée, comme on dit, la série a été vue, c'est bon. Mais j'imagine que peut-être que le film que tu vas faire maintenant, La Dernière Reine, je pense que ça t'a marqué, cette expérience de la série. Il y a des choses peut-être que tu vas revoir autrement. Tu sais, à chaque film, c'est un peu un laboratoire. Donc la série, pour moi, le matin, j'y allais pas en me disant, je m'en fous, c'est pour la télé, c'est pour Ramadan, c'est shortcom. Ouais. Je pensais pas à ça. Pour moi, j'allais mettre en scène comme pour une scène de film. Ouais. J'aurais fait une comédie de fiction, j'aurais peut-être eu d'autres conditions, peut-être plus de temps d'écriture, etc. Mais le matin, sur le plateau, c'est la même chose. Je cherche à pousser au meilleur, à tenter des trucs. Des fois, il y en a qui marchent pas du tout, des fois, donc, vont bien marcher, des fois, je découvre des trucs. Donc oui, je teste des choses, mais là, par exemple, pour la première fois, je tourne avec 2 caméras. Et c'était génial. Au début, c'est un peu compliqué de te dire, mais je fais quoi avec j'ai la caméra principale, j'ai la seconde qui va être en appui, juste pour sauver quelques fragments en plus qui vont aider au montage. Et très vite, je me rends compte, mais non, c'est un allié. Les deux sont équivalentes. Truc tout con, mais quand tu peux faire un chant contre chant en même temps,
deux personnages qui parlent et filmés en même temps. Lamine, notre ingénieur, notre technicien préféré, et acquiesce, il est d'accord avec nous. Il est d'accord. J'ai cru que tu allais nous dire il faut couper là. Non, Long. Non, au contraire, il disait oui, c'est vrai. Mais tu te rends compte le temps que tu Mais gagnes? je m'en rends compte, oui, je m'en rends compte. Parce que d'habitude on fait comment? On filme quelqu'un, là tu filmes un micro, tu filmes une fois là, si tu veux l'amorce, t'as le mec de dos et tu refilmes là. Et on le met de dos. Mais ça veut dire que les Tu peux comédiens... faire un plan large. T'es pas obligé, tu peux les mettre tous les deux dans le même cadre, non? Ah, pour un chant contre chant, oui, ça dépend. Tu fais pas de chant contre chant à ce moment-là. Tu fais pas de chant contre chant. Mais si tu veux faire le truc le plus classique du monde, un chant contre chant. Mais d'un seul coup, bah, tu le filmes en même temps. C'est-à-dire que tes comédiens, vont jouer 2 fois moins. Ils jouent en même temps. C'est-à-dire que tout est en direct. Et dans mes scènes de bordel, et il y en avait plein dans Dardrouge, des scènes où il y a tout le monde. Tu veux dire de bordel, il y a le bazar dans la... Le bazar où j'ai 10 personnes, à blablabla, ça saute, ça rentre, ça crie. Avec 2 caméras, en même temps, au milieu de ce bordel, j'attrape 2 choses. Et si j'ai quand même des fois un focus sur 2 personnages sur vraiment la trame narrative, qui va faire que cette prise-là, je vais la refaire plusieurs fois, bah, pendant une prise, j'ai attrapé quelque chose là, la seconde prise, avec ma caméra B, je vais attraper autre chose encore. Qui fait qu'à la fin, que j'ai ma caméra principale qui a pris le dialogue important, qui est bon, bah, entre-temps, j'aurais tout attrapé l'environnement. Et j'aurais tout. Parce que créer ces scènes de cacophonie, de bordel, des fois, tu vois, l'histoire de l'épisode où elle renverse la table et tout ça, c'est compliqué. Pour avoir la surprise de tout le monde. Donc là, quand t'as 2 caméras, ça aurait été bien, on a fait qu'une prise, ça aurait été bien, on a fait une deuxième parce qu'on était un peu limite. Bah, là, j'ouvre une parenthèse. Comment vous avez fait pour gérer le petit enfant qui pleure? Bah, il a pleuré. Il a pleuré. Vous allez avoir des problèmes, monsieur Honouri. C'est ma belle-sœur, sa maman, je me suis arrangé. Mais il a pleuré oui, il a pleuré, mais... Peur, hein. Oui, il a eu peur, mais tu sais que quand j'ai vu cette scène, on savait pas comment... Et quand j'ai vu cet épisode, je disais, oh, l'enfant il pleure, mais il pleure vraiment. Ben oui. Mais la petite fille qui joue la petite... Mais je fais un cadeau, je m'excuserai plus tard, il m'en voudra pas, je pense. Mais j'ai vu que les enfants aussi, la surprise de la petite qui joue Zineb, elle fait ils avaient pas compris, les enfants, qu'on allait faire ça. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie surprise et je savais pas ce qui allait se passer. On a calibré, il fallait faire attention aussi pour pas tout dégueulasser, tout casser, tacher les tenues. Pour pas blesser aussi, peut-être. Pas blesser aussi, donc qui fait qu'au début, tout devait se passer au moment du repas. Couscous, la sauce et tout ça, on a en foutre partout. Il n'y avait pas les trucs pour protéger, il y avait des costumes personnels, c'était embêtant. Donc finalement, ce repas-là se passe à chaque étape. Au début, on amène les plateaux, mais après, il y a des micro-ellipses. Ils sont en train de manger. Après, au moment de ça, ils sont aux oranges, aux dattes. Et il n'y a que du thé, il n'y a pas grand-chose qui peut... Mais quand ça se produit, il y a une sorte de détonation, un espèce de silence. Il y a le gamin qui pleure. Et après, la belle-mère qui dit « Rostom les manteaux ». Et là, c'est un peu ce chaos-là, comme ça, où tout le monde se lève. On aurait pu la refaire et créer une deuxième fois de la matière, mais ça aurait jamais été comme ça. Donc du coup, c'est pour ça, il était fin de journée, on avait beaucoup tourné. Je me suis dit, on va faire avec ça. Donc, mais là, d'avoir 2 caméras, c'est bien, et c'est déjà limite un peu en termes de matière, de ce qu'on attrape. Et ça, pour le long qu'on va faire, je vais tourner à 2 caméras, parce que forcément mon budget... C'était pas prévu avant? Non. C'est avec la série qui t'est dit, il vaut mieux faire ça maintenant? Non, c'est pas prévu, et c'est la série. Mais des fois, la 2e caméra, je la fais pas tourner, il y a certains plans, il n'y a pas besoin. Mais comme finalement, j'aime beaucoup ces scènes, comme dans Kindle, cette scène de l'agression, tu vois, cette scène de l'agression, elle est longue, elle est dans l'eau, il y a des entrées de chant et tout ça. Si j'avais eu 2 caméras, ça aurait été plus simple. Ouais. Peut-être, oui. Peut-être. Tu sais que Keishish, j'ai pas vu son dernier film, mais apparemment, des fois, il a tourné à 5 caméras. Et je sais pas combien il a de monteurs. Pareil, au moins 5. Donc il a eu énormément de rush, mais il y a... Tu vois, c'est ce type de scène qu'on voit, toute proportion gardée à notre petite échelle, mais chez Keishish, ou des fois chez Piala, ou avant chez Cassavetes, c'est des scènes... comme ça, très longue, avec beaucoup de comédiens, et avoir 2 caméras, c'est génial, parce que ça te permet d'attraper des réactions, des choses, notamment aux premières prises, où il y a un truc de spontanéité sur l'écoute des gens
qui sont très belles. Et en termes économiques, ça revient moins cher. C'est moins cher de payer une deuxième équipe image que rajouter le double de temps de tournage. Parce que tu vas devoir retourner beaucoup de plans. Et moi, j'aime un cinéma, au final, assez découpé, quoi. Et sur la dernière reine, est-ce qu'il y aura des séquences où tu auras beaucoup de comédiens dans la séquence, comme tu l'as fait dans la série? Ah oui, il y a des scènes où ça parle de conseil du roi, où il y a du monde. D'accord. Des scènes au harem entre la reine et les femmes qui sont autour d'elle, il y a du monde. Et oui, il y a des scènes avec Baba Rouge, de réunions où un peu toutes les entités se réunissent, où il y a une dizaine de personnages, il y en a, ouais. Et là où je veux en venir, c'est que là, tu te sens plus à l'aise au jour d'aujourd'hui pour filmer ça. Ah bah oui, bien sûr. Là, j'ai hâte de m'y mettre. Mais notamment, parce que Adila Bendimeati aussi, qui fait le théâtre de rue, donc qui met en scène au théâtre. Elle nous a appris Amine Cabès et moi aussi des méthodes pour arriver à mettre très vite en scène très vite en place des séquences où il y a beaucoup de comédiens et que très vite ça prenne et que ça joue, quoi. En fait, c'est ça le secret, c'est de trouver et de conserver ce rythme. Ouais, et d'efficacité pour que... Il faut pas trop intellectualiser, en fait. Ça voudrait dire quoi pour toi, théoriser, intellectualiser? Ce serait quoi exactement? Non, mais de bloquer devant ta scène en te disant, mais comment je mets en scène ce bordel? Comment je vois toute la famille est là autour d'eux, il y a que 3-4 personnages qui parlent, que font les autres, etc. Tu peux te perdre surtout quand tu es cinéphile et que en même temps on met du temps à faire des films, ça prend des fois des années, ça peut être effrayant, quoi. Alors qu'en fait non, bon ok, tu prends ton scénario, il y a X personnages qui parlent, ok, on a cet espace, comment je les mets? Bon, j'ai ce canapé, j'ai cette table, il y a une chaise, là, j'ai d'autres fauteuils, peut-être je vais les bouger, ils vont parler, ceux qui parlent je vais les mettre plutôt là, et puis il y a l'autre là, il me sert à rien, je l'enlève ou je le fais venir plus tard. Faut très vite placer tes corps dans l'espace, quoi. Et après c'est assez simple, on leur fait faire 1 ou 2 lectures pour vite calibrer un peu la fluidité du texte. En amont, on a quand même vérifié l'arabe, parce que Adila tenait beaucoup à ce qu'on parle en derja et que très souvent, beaucoup de gens ont l'envie de mettre des mots de français, alors que c'est un milieu assez francophone au final, le cinéma et tout ça, et du coup il y a cette tendance dans les dialogues où on a de la derja, on a de l'algérien qui est une très belle langue, de mettre du français à tout va, alors que ça appauvrit la langue. Ça appauvrit la langue et la musique de la langue. Moi, l'arabe, je le comprends pas bien, mais quand j'aperçois des fois des séries, là, certaines dont tu me parlais tout à l'heure, où il y a plein d'expressions en français, mais c'est dégueulasse. Des fois, le mélange de langues est pas harmonieux, alors que la derja a tous les mots. Donc, on a veillé au grain pour... Dans le derja, il y a des mots en français aussi dans le derja. Non, contemporain, tu veux dire, de mix de langues. Non, je parle de la derja, la vraie. Ça n'existe pas le mot, on a critiqué. Oui, mais on comprend ce que ça veut dire. D'accord, ça c'est la derja, d'accord, tu vas dire plus orale, contemporaine. Quand je parle avec des gens qui parlent en derja, c'est des mots, il y a de tout, hein, c'est de tout. Oui, il y a de tout, mais il y a de tout là, et ça, tout dépend si ça va être des Algériens qui sont plutôt arabophones ou plutôt francophones. Mais si tu parles avec des Algériens qui sont surtout arabophones, ils te mettront pas de mots en français. La série que tu as faite sont des Algériens arabes. Je parle de ça parce que tu en parles, hein, donc ce serait des Algériens arabes. Aussi francophones, sont les deux. Les personnages ils parlent majoritairement tous en derja. La seule qui parle en français, principalement, c'est la femme de ménage. C'est Nadjia, qui joue Wahida, qui elle utilise plein d'expressions françaises. Et c'est pas parce que c'est la femme de ménage qu'on trouvait ça sympa que la femme de ménage parle français. Pour inverser des rapports. Parce que moi je connais c'est une tradition aussi de certaines femmes de ménage gouvernantes qui aussi parlaient français. Mais tous les autres utilisent des mots en derja. C'est-à-dire qu'en derja, tu peux écrire de la poésie, de la littérature. Mais ce qui est très drôle. Mais de nos jours, et surtout à Alger, la derja s'est appauvrie. À Alger, la derja est la derja la plus pauvre d'Algérie, je pense, parce qu'elle a été, c'est lié aussi aux vagues de populations qui sont venues.
mais il y a un mélange entre Derja, kabyle, français qui a fait un espèce de mix et qui a fait un peu baisser, je pense. C'est pour ça que c'est important aussi que la Derja soit enseignée à l'école. Mais des gens arabophones, prenons... Parce que moi, il y a certaines personnes qui ont vu la série qui me disaient, tiens, c'est drôle quand on les entend parler, c'est bizarre parce qu'il y a certains mots qu'ils utilisent qu'on n'utilise pas de nos jours. Là, je te parle du Derja. Ça, c'est du complexe, tout simplement. On n'utilise pas. Par exemple, la danse. Ouais. Danse, dire danseuse. Des fois, tu vas voir qu'à un moment donné, je te présente un danseur et tout ça. En Algérie, c'est mal vu de dire ch'ta, la danse. Et donc, beaucoup les gens préfèrent dire elle fait de la danse, c'est un danseur, c'est une danseuse. Ils vont juste dire le mot danseur, danseuse. Parce que c'est plus noble de dire danseur, danseuse. Parce que ch'ta, c'est prostituée. Donc là, on est sur des choses, de la même manière qu'il y a un siècle en France, ou il y a 50 ans, c'était mal vu de dire de quelqu'un c'est une actrice. Il y a 50 ans en France, dire c'est une actrice, c'était une prostituée. Aujourd'hui en Algérie, dire elle fait de la danse, elle fait ch'ta, c'est mal vu, donc on va dire danseur, danseuse. Et tu vois, ils vont te dire ah non, on dit pas ch'ta, c'est mal vu. Mais là non, on est dans des complexes, on est dans des choses culturelles, des tabous, et qu'il faut faire sauter. Tu as vu l'autre fois avec ton collègue là qui disait à une nageuse. Tu as vu le truc, en fait, toutes les activités qui touchent le corps de la femme, nageuse, limite coureuse, si c'était une coureuse de course, je sais pas, danseuse, et dire les mots en arabe, ça gêne. Mais c'est lié à pas des trucs que ça se dit pas, c'est pas vrai. Mon acteur, la danseur qui fait du parcours, qui joue le personnage de Seif à la fin, qui est plus arabophone, lui, ch'ta, il n'y a aucun problème, il dit ch'ta, mais non, c'est ch'ta, on dit danse. Et d'autres qui évoluent plus en milieu francophone vont dire, mais non, on dit danseur. C'est juste un truc un peu de statut et de culturel. Et donc, nous, on revendique l'utilisation de ces mots en derja, le vrai mot. Mon oncle Fidaï, qui est quelqu'un très populaire d'un petit village qui n'a pas été longtemps à l'école. Il parle la derja, il parle qu'en arabe, mais c'est des mots qui sont super beaux, mais qui des fois sont très proches de l'arabe classique. Et donc des fois à tort, des gens de nos jours vont te dire ah mais non, on dit plus ça, c'est pas vrai. Va à l'intérieur du pays, les gens l'utilisent, et y compris dans les classes populaires, ils utilisent des mots en derja qui sont de l'arabe, plutôt proches de l'arabe classique, qui sont hyper savants et hyper beaux. Donc Et donc pour la dernière reine, c'est ce que vous voulez, ce que vous avez... Là, il y a un travail de langue plus particulier, mais c'est 16e siècle, donc on va chercher la derja de l'époque, qui est un mélange d'arabe et de berbère, mais que tu retrouves dans la poésie, que tu vas entendre dans la chanson, dans le chabi quand il y a des textes anciens repris du Moyen-Âge, et ben là tu vas trouver un peu ton vocabulaire, les lexiques de l'époque, et on va trouver les mots qu'il faut pour... Et du coup, oui, je pense qu'il faut faire l'effort parce qu'attention, à Alger, c'est quand même... clairement, l'activité de cinéma, de télé, tout ça se passe à Alger, mais c'est pas l'Algérie non plus, il y a toute l'Algérie. Donc il faut essayer de la langue, il y a une langue qui est un véritable outil, et je pense que c'est par ces moyens de communication. Si nous on le travaille pas, ça va complètement se perdre, et c'est quand même dommage. Donc Hindi, la voix off, les textes de Hajar Bali, extrait de Trop tard, de son recueil de nouvelles Trop tard, c'est quand tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est de l'arabe classique, mais c'est que de la derja. Pourtant ça a été traduit. Oui, on l'a traduit en derja. C'est Nabil Asli qui l'a traduit. Qui l'a traduit, ouais. Après, ça va dépendre des intonations. Mais des exemples, quand Amin Mansour dit à sa femme « mettez la lumière de ma vie », tout ça, il le dit en arabe, en derja, et on dirait de l'arabe classique, mais musicalement c'est tellement beau, c'est tellement doux, ou des fois les termes techniques, les gens aiment les dire en français, genre inspiration, tout ça, mais on a c'est quoi l'idée de parler en derja toute la phrase et à la fin de dire inspiration en français, quand tu as un mot derja, mais simplement de dire ah oui ça se dit plus, mais il y est ce mot et les gens le comprennent. On a eu plein de retours, de commentaires en disant ah mais c'est beau là enfin d'entendre de la vraie derja. Il faut faire attention, des fois c'est complexe un peu qu'il y a
de vouloir aller chercher ailleurs, des fois pour montrer qu'on appartient à un statut ou qu'on est peut-être ouvert sur le monde ou je sais pas quoi. Mais comme des fois tu vas parler avec des Libanais qui vont te mettre plein de mots d'anglais dans les phrases, ces mélanges de... C'est très bien, c'est en même temps ce qui fait aussi que... Je dis pas, faut pas parler, faut pas mélanger le français et tout, et moi en plus je parle français en français. C'est très bien parce que l'algérien, au moins, la Derja en fait est une langue super vivante. C'est assez rare de trouver ça dans des pays où tu as une langue qui est constamment en mutation, qui invente des mots, des fois des mots qui veulent rien dire aussi par sonorité, pour faire de l'humour. C'est une langue vivante. Mais on a aussi des fois il faut prendre le bon et virer le mauvais là-dedans. Mais là, dans notre cas, pour cette série, on voulait vraiment faire au maximum utiliser que des mots de Derja. Et concernant la dernière reine, vous voulez tourner quand ? Idéalement en 2019, printemps. Et là, actuellement, tu ne réfléchis qu'à ça, c'est-à-dire qu'entre-temps, peut-être faire un court-métrage ou quelque chose comme ça, non ? À voir, tout dépend. Pour te tester un peu, là. Mais c'est possible, oui. Tu vois, le clip était pas prévu, Clean Deal était pas prévu, la série était pas prévue. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre entre-temps. Parce que ça serait bien, ce serait que ça de prix, quoi. En termes d'expérience, mais je t'avoue que là, j'ai envie quand même de filmer et de... Se lancer sur un autre film, il faudrait que ce soit une période où on est bloqué, on doit attendre des choses. Pour la dernière reine, que ce soit de l'argent ou des choses qui se fabriquent. Ouais. Donc oui, peut-être qu'il y aura un cours ou je sais pas. Et concernant la dernière reine, le scénario est fait, le casting est prêt. Non, il y a beaucoup de choses. Là, on est en train d'améliorer certaines choses. On est vraiment en financement. D'accord. On a de l'argent d'Algérie, ça c'est quand même fou. Ouais, faut le dire. Préciser, c'est vraiment une vraie première sur être aidé sur un scénario avec un bon montant. Bon, c'est pas le montant des films qui sont faits dans le cadre des 50 ans, des 60 ans d'indépendance et tout ça. Donc c'est pas les budgets pharaoniques qu'il y a eu pour tous ces films là sur des héros, des gens connus de la Révolution. Mais ça reste l'équivalent d'une avance sur recette en France. Alors bon, on aimerait avoir plus. Parce que c'est vrai qu'à un moment, tu débarques à l'international parce qu'il faut compléter le budget. Alger, 16e siècle et tout, les gens, souvent, ils en ont rien à foutre. Mais pourquoi Alger, ça leur parle pas. Il n'y a pas de film sur cette époque. Moi, je crois qu'il y a le film de Chouir Landalou qui flirte un peu. Mais mis à part ça, il n'y a pas de film. Il n'y a aucun repère. Personne ne sait à quoi ça ressemblait. Et donc, il y a pas. Et ils vont jamais demander à un Anglais pourquoi tu fais un film à l'époque victorienne, à un Japonais pourquoi tu fais un film de sabre. Mais pour les pays dits du Sud, on va nous dire mais pourquoi vous parlez pas plutôt de la condition de la femme aujourd'hui, des djihadistes, ils sont très sur le branché. Les gens ne sont pas habitués à ce que les pays dits du Sud viennent avec un imaginaire qui va plus loin que ce qui se passe maintenant au journal télé. Donc on est face à un truc... c'est pour ça aussi que Kindle, on l'a fait par nous-mêmes, parce qu'on savait très bien qu'on lèverait rien comme argent. Et une fois qu'on l'a fait, là on peut dire, ouais, nous le cinéma qu'on veut faire, c'est un peu ça. Et là on arrive avec un film d'époque, ils disent, oui, mais Kindle c'était plutôt de la fantastique, là c'est un film d'époque, c'est pareil, c'est un autre genre. La Dardouche, c'est de la comédie. Moi ça reste du cinéma, je passe d'un genre à l'autre... Mais comment tu peux... Enfin, si, tu l'as dit, mais ce qui est troublant, c'est la plupart des financeurs n'arrivent pas à comprendre que tu peux faire un film d'époque en étant contemporain avec... en ayant une résonance avec l'actualité. Mais après, c'est ce qu'ils demandent beaucoup, c'est quoi la résonance ? Mais à la base, il n'y a même pas... Même s'il n'y a pas de résonance, il y a une envie, que je pourrais limite dire politique et poétique, sur le fait qu'il n'y a rien sur cette période. Donc déjà, avant de parler de avec quoi ça résonne avec aujourd'hui, déjà, mec, on est en train de remplir un trou, il n'y a rien. On va juste essayer d'élever quelque chose, une image de ça, de donner un film qui parle d'un truc que personne ne connaît. Et c'est pas rien, cette période, c'est un moment où Alger va devenir capitale et va s'ouvrir sur la mer, et où ça va être un carrefour de peuples, où il y aura toute l'Europe, où il y aura tout le Maghreb, où il y aura le Moyen-Orient, tout le monde sera à Alger, et c'est un moment où Alger est hyper... ambitieuse, pleine de vie, pleine d'action, elle veut bouffer le monde. C'est assez politique quand même, il y a une résonance quand même.
Il y a une Oui, résonance. mais il y a une résonance clairement dans d'intention. À un moment, on parle de fouetter la sclérose actuelle. Et c'est quelque part à l'échelle d'Algérie. Je pense que, t'as vu, on a posté sur cette photo là un prévisuel, ce montage pour le film, pour donner un visuel sur le titre. Et j'ai plein de commentaires où les gens, tu vois, ils ont envie de voir qu'on aille plus loin que les questions de guerre d'indépendance et que de colonialisme français. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est quoi? C'est une histoire folle. Il y a des tonnes de films à faire, d'histoires à raconter. C'est pour ça que c'est génial d'aller... Et surtout que c'est à l'époque les corsaires qui arrivent. Ils s'appellent Corso, ils s'appellent Bouchnak, le Bosniaque, le Corse, le Sarde. Sardo, ça a été un moment insultant d'Alger. Un Sarde, pardon. Finalement, cette Algérie contemporaine qui est un peuple issu de tout ça, de tout ce brassage. La famille Corso, la famille Bouchnak, c'est des noms de famille. Il y a la famille Bourboun, c'est une famille. La famille Bourboun, tu te rends compte, il y a une descendante, une fille Bourbon qui s'est fait attraper dans un bateau, qui s'est fait prendre comme esclave. Ben, elle a une descendance à Alger. Donc on a une branche des Bourbons algériennes de nos jours. C'est quand même génial d'aller à ce moment-là. Et puis c'est une période de chaos, de changement politique. Ça va être les frères Barberousse prennent le pouvoir, puis après ils vont se rattacher à l'Empire ottoman. Ce sera parti pour 3 siècles d'Empire ottoman. C'est quand même une bascule politique qui résonne, qui va résonner avec n'importe quel pays qui change de régime et de pays. Tu vas aussi trouver des résonances avec l'Algérie contemporaine, forcément, sur les 50 ans de l'Algérie de maintenant, puisque tu es dans une période de trouble. Donc tu as des luttes de pouvoir, tu as des trahisons, tu as des assassinats politiques, tu as des moments de terreur, tu as des moments de famine, et en même temps, au milieu de ça, tu as des gens qui se lèvent et qui se battent, et qui courent, et qui veulent vivre, Et encore une fois, ma reine, au début, c'est une deuxième épouse dans un harem qui est superficielle et qui va se révéler, qui va affronter Barberousse. Donc il y a un truc pareil, c'est quelqu'un qui se transforme tout au long du film. Zafira, ouais. Qui sera joué par Adila. Inch'Allah. Mais oui, qui sera... Ça donne envie, votre film. Hein. Mais le casting... Les images donnent envie. Hein. Les images, il faut qu'on les crée, mais on travaille dessus. Et puis tu vois, un film qui va se passer, un film d'époque au Moyen-Âge, avec une reine. Tout de suite, ton imaginaire, tu vas aller vers quoi? Tu vas penser à des films anglais, à des films finalement très sombres. Je sais pas pourquoi, moi je pense aux croisades. Les croisades. Et tu vois, les Nord d'Aquitaine, avec tout ça. Ouais. Sauf que ça se passe à Alger, avec des bâtiments et des murs blancs, en bord de mer. Donc en fait, ça va être un film moyenâgeux, mais finalement très lumineux. Ces murs blancs, c'est quelque chose. Il y a quelque chose à faire sur ça. Il y a une esthétique à trouver qui est propre à. Et tu t'évoquais là à l'instant le casting. T'allais parler du casting. Ben non, ça c'est encore ouvert. Je peux encore. Ah oui, voilà, d'accord. Donc ça, à la rentrée, on va essayer d'organiser ça à Alger. Et puis les corsaires permettent d'avoir des acteurs qui viennent d'ailleurs. Baba Harouj, les frères Barberousse, ils sont nés sur une île qui est dans l'actuelle Grèce. Ils sont à moitié d'origine un peu albanaise, etc. Ce moment où on va avoir tous les blonds et les rougets qu'on voit aujourd'hui, ils viennent aussi de là. Donc, il m'en faut. Il y a ce brassage là qui vient là. Donc, pour mes corsaires, je vais ramener des. Je pense qu'Amine Mansour va jouer le bosniaque parce qu'il a. Amine, il a cette gueule de bosniaque qui me plaît. Mais il y a d'autres, donc là on est en train de chercher ça. Et puis après Alger, il faut des castings aussi. Merci beaucoup Damien. Tu as été très généreux sur nous raconter tout cela, ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. Bah écoute, donc j'espère te revoir dans 4 ans au moins. On se voit où dans 4 ans? Peut-être que dans 4 ans je ne t'interviewerai pas. Hein. C'est moment. Moi qui t'interviewerai. Bah tiens, voilà, j'aurais fait mes films. En tout cas, merci beaucoup Damien. Lamine, Oasis, merci. Merci. Toujours le meilleur. Big up au Boaziz. Hein. Voilà, big up au Boaziz, tiens, voilà. Et puis, on se reverra, comme je dis souvent, soit demain ou dans une salle de cinéma. Voilà. Ou au bar. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Samy. Il n'y a que le cinéma qui peut rendre aussi fort ce genre de geste. J'ai cette impression-là.
bien ce film. Hein. Je pense par contre au dernier plan qui est magnifique, un des plus beaux plans que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile. Il est très très beau ce plan. Enfin, ces deux films se rejoignent par rapport, je dirais pas la thématique, mais plutôt l'univers que tu filmes, qui est l'univers de l'enfant. Je te tutoie? Oui, on se tutoie. On se tutoie ou on se voit? On se tutoie.